Merci. Place à notre débat sur la PMA, la procréation médicalement assistée, au cœur du rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique remis aujourd'hui et surtout évidemment au cœur des préoccupations des Français. Le candidat Macron avait promis la PMA pour toutes, femmes seules ou en couple. Les opposants évoquent l'effacement du père, la fin de la famille traditionnelle, la rupture anthropologique. Est-ce que la société française est prête pour la PMA pour toutes? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Adapter la loi aux évolutions de la société et aux progrès technologiques. C'est l'objectif des États généraux de la bioéthique que la France organise tous les 7 ans. En raison de la rapidité des découvertes scientifiques, le délai de 7 ans de péremption de la loi de bioéthique permet justement de se mettre au goût du jour, si vous me pardonnez l'expression. En 2018, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, célibataires ou en couple avec une autre femme, a enflammé les débats. Un rapport de synthèse a été remis aujourd'hui. Il montre une société divisée entre ceux qui évoquent le droit d'avoir un père et ceux qui veulent une égalité parfaite entre les couples homo et hétéros. Beaucoup de professionnels sont favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, mais réservés quant à l'ouverture aux femmes seules. La PMA pour toutes est une promesse de campagne du candidat Macron. Une fois à l'Élysée, il avance plus prudemment. Je respecterai l'ensemble des convictions. Sur ces sujets de société, le politique ne doit pas imposer un choix en brutalisant les consciences, des convictions profondes que je respecte chez chacune et chacun. Pas sûr que les débats soient aussi apaisés que le souhaiterait le chef de l'État. 5 ans après la manif pour tous, les opposants au mariage homosexuel appellent à rejeter la PMA pour toutes. En conscience, je pense que nous valons mieux et nous voulons mieux que ça pour notre monde de demain. Alors, atteinte au modèle de la famille traditionnelle ou acte d'égalité dans une société en mouvement, la PMA pour toutes interroge le désir d'enfant. À l'aube de nouvelles avancées, faut-il mettre des limites éthiques à la procréation technologique? On va débattre ensemble. Professeur Jean-François Delfraissy, bonsoir. Vous êtes infectiologue spécialiste des maladies infectieuses et président, c'est ce qui nous intéresse ce soir, au premier chef du comité consultatif national d'éthique qui a donc remis son rapport de synthèse aujourd'hui. Selon vous, professeur Delfraissy, il faut trouver un équilibre entre les avancées de la science et celles de la société française. Au sujet de la PMA pour toutes, dont on va débattre exclusivement ce soir, la société, à vos yeux, semble évoluer dans ce qui concerne l'idée de l'égalité face au désir d'enfant. L'égalité de tous et de toutes. À côté de vous, Tugdual Derville, bonsoir. Vous êtes délégué général de l'association Alliance Vita. Selon vous, la PMA doit rester une réponse à une infertilité médicale et institutionnalisée. À travers la PMA pour toutes, une privation délibérée de père, eh bien cela constituerait une maltraitance originelle pour l'enfant. Et enfin, le maître Caroline Mécari, pardonnez-moi, vous êtes avocate spécialiste du droit des familles et des personnes LGBT. Vous considérez qu'il est temps que la France se mette au diapason de l'Europe, effectivement, au sujet de la PMA. Il faut ouvrir ce droit à toutes les femmes et rien ne justifie dorénavant la différence de traitement actuelle avec les couples hétérosexuels. Nadia, une question d'un de nos internautes, peut-être pour... Le professeur. Delfraissy, je crois, oui. C'est un téléspectateur qui demande pourquoi ce sujet de la PMA pour toutes est-il aussi sensible dans l'opinion publique. Professeur Delfraissy, est-ce qu'en France, on a un problème avec la PMA? Est-ce que vous avez ressenti des crispations pendant ces débats qu'il n'y a pas forcément eu ailleurs chez nos voisins européens? D'abord, on a hésité nous-mêmes au niveau du CCNE à mettre à la fois la PMA et puis la fin de vie dans les débats, parce que ce ne sont pas des sujets de bioéthique. C'est des sujets d'éthique pour la fin de vie, et de PMA, c'est un sujet qui est maintenant devenu très sociétal, finalement. Bien qu'il pose aussi quelques... Et pourquoi les avez-vous introduits, alors? Parce que nous avions en charge, et on l'a rendu aujourd'hui, j'en profite d'ailleurs pour vous montrer le rapport, rapport de synthèse sur les états généraux de la bioéthique. C'est un moment particulier, c'est un moment de démocratie sanitaire qui vient de se faire au cours des derniers mois. C'est un sujet qui est complexe, et qui interpelle, en effet, une série de questions qui peuvent se poser, et sur lesquelles il était intéressant d'avoir, non pas les positions, on va les avoir les positions, on les a eues aussi au cours, mais surtout d'entendre les arguments qui conduisent finalement à positionner les personnes. On imagine qu'ils seront résumés dans leur diversité ce soir. On démarre le débat avec un chiffre. Oui, un chiffre qui montre la complexité du débat. Et puisqu'on parle souvent d'égalité, il y a déjà une inégalité territoriale en matière de procréation médicale
assisté. Notre chiffre du jour, 11 comme les 11 pays européens qui ont déjà étendu la PMA aux couples de femmes, aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Maître Mécari, vous souhaitez, vous, cette extension en France, mais en faisant même abstraction de vos opinions, je parle à la juriste, est-ce qu'à un moment donné, quand des pays sont avancés dans une certaine évolution du droit, inéluctablement les autres les rejoignent? Autrement dit, est-ce que inéluctablement la France, un jour, sera comme l'Espagne ou l'Irlande? Écoutez, je ne vois pas pourquoi la France ne serait pas comme l'Espagne ou l'Irlande ou le Royaume-Uni ou la Belgique, qui sont des pays qui ont ouvert la PMA à tous les couples et même aux couples de femmes. Il n'y a aucune raison, en réalité, objective qui ne fasse pas que cette procréation médicalement assistée ne soit pas ouverte à ces couples de femmes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui d'abord? Il faut quand même rappeler ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la PMA, elle est réservée aux couples hétérosexuels infertiles. Donc en France, c'est comme ça. Maintenant, vous avez des couples de femmes qui souhaitent fonder une famille. Et grosso modo, la seule manière de le faire, c'est de pouvoir avoir accès à une procréation médicalement assistée. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont à l'étranger, puisque là-bas, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, l'une d'elles tombe enceinte, elles reviennent en France, elle se fait suivre médicalement en France, elle accouche. Complexité du parcours. Oui, absolument. Il faut avoir les moyens également. Voilà, exactement. Et ensuite, il faut mettre en place l'adoption de l'enfant par la conjointe. Donc, par la conjointe, la compagne. Voilà, la conjointe, c'est-à-dire elle doit être mariée. Absolument, oui. Voilà, elle doit être mariée. Donc, cette complexité n'est pas nécessaire, elle ne s'impose pas. Les exemples étrangers sont intéressants parce qu'ils montrent justement qu'on peut faire différemment et on peut avoir des conceptions différentes de celles que nous avons retenues aujourd'hui. Le débat aujourd'hui, il est intéressant parce que il y a bien sûr les états généraux de la bioéthique qui, avec le rapport qui vient d'être déposé aujourd'hui, nous donnent une indication. Mais quand même, je rappelle, ceux qui sont intervenus dans le débat dans les états généraux de la bioéthique l'ont fait volontairement. Ce n'est pas comme un sondage. Ce n'est pas comme un sondage qui, lui, va montrer que on a une très grande majorité de Français qui est favorable à la procréation médicalement assistée. C'est-à-dire, été publié dans La Croix. Donc. Alors, on aimerait avoir évidemment l'avis de Tugdual Derville sur quand même cette notion d'égalité. Égalité pour tous. C'est vrai que ce n'est pas un sondage, mais c'est un rapport de conviction. Et alors, quelles sont les convictions qui s'opposent? D'un côté, j'entends l'égalité, donner accès aux femmes à un système de procréation qui, entre guillemets, à mes yeux, escamote le père, mais en tout cas une revendication d'égalité d'un côté. De l'autre côté, à nos yeux, une revendication d'égalité pour l'enfant. Et c'est là que se situe sans doute le point de crispation. À nos yeux, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, un enfant né par un système de procréation médicalement assistée a le droit de se voir donner un père et une mère. Nous pensons que père et mère, ce n'est pas anodin. Ce sont deux réalités qui sont complémentaires, qui sont... J'accompagne à titre personnel beaucoup de familles depuis bien longtemps et je pense qu'on peut être d'accord pour dire que le déficit de père est une source de souffrance pour beaucoup d'enfants. Donc la question c'est, est-ce qu'on va programmer délibérément des enfants privés de père dans notre pays, la France, pays des droits de l'homme, qui reconnaît notamment la dignité de la personne. Est-ce qu'on va délibérément programmer ces enfants privés de père alors qu'il y a déjà tellement de souffrance et que tant de familles reposent sur des femmes seules? Donc, quel paradoxe d'ouvrir la procréation à des femmes célibataires, alors que nous souffrons dans notre pays et que les femmes souffrent bien souvent de tout porter toutes seules, fameuses familles monoparentales, très largement portées par des femmes. On va évoquer, je crois qu'il y a eu une intervention assez conséquente des catholiques qui ont voulu donner leur avis, qui ont voulu participer à ces discussions autour de ces questions éthiques. Et à ce propos, voici le portrait de l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, un des interlocuteurs de l'État d'ailleurs dans les relations avec l'Église catholique, qui tient des positions assez conservatrices. Son portrait assez peu catholique par Thibault Nolte. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si 60% des Français sont favorables à la PMA pour toutes, le nouvel archevêque de Paris y est farouchement opposé. Alors faut-il moderniser Monseigneur Michel Aupetit? Michel Aupetit a succédé il y a 6 mois à André XXIII à la tête de l'archevêché de Paris, le plus mouse de France. Son chef, le pape, l'a nommé pour son expertise en bioéthique. Mais l'ex-toubib, qui s'y connaît en réparation du vivant, déteste qu'on le bricole. IVG, GPA, PMA, caca. Mimi préfère les zygotes aux homozygotes, défile avec la Manif pour tous, se lamente de la transformation des enfants en produits manufacturés et de la disparition du père. Avoir un papa, ça compte. Ryan, barre-toi s'il te plaît, faut que je discute avec la dame. Et je te prends 20 € dans ta tirelire. On n'avait pas dit 50 hein?
Mais si Michel affiche la panoplie catho stricte, sa genèse est différente. Ses grands-pères bouffaient du curé. Son père cheminot ne mettait jamais un pied à l'église et le capital religieux de sa mère se limitait au Notre Père et Je vous salue Marie. Le Très-Haut lui est tombé dessus comme ça, à 40 ans, alors qu'il était médecin depuis 11 ans. Michel, rejoins mon équipe. Tu as 40 ans, tu es médecin conventionné en banlieue, bon Dieu. Mais oui, je sais, je soigne des rhumes à longueur de journée. Ah, donc c'était juste un rhume. Michou a fait carrière. Il appelle ça les surprises du destin. Il n'a jamais été scout, mais sait sculpter un crucifix en bois et jouer de la guitare. Il cite Cicéron ou De Vos, marrant. Relie mariage gay avec polygamie et inceste, pas marrant. Cartésien mystique, mi-blouse blanche, mi-mitre, Michel a le froc entre deux prieux. Déchirant. Merci Thibault Nolte. Claude. Professeur Delfraissy, au-delà du sourire, est-ce que vous avez vu dans les États généraux un surinvestissement de milieux catholiques, conservateurs si on veut, qui veulent la revanche de mariage pour tous? Est-ce que vous l'avez senti, vous, dans les débats qui vous revenaient? Non, pas réellement. J'ai senti un investissement global des catholiques. Hein. C'est vrai, il y a eu énormément, quand on dit par exemple qu'il y a eu 270 débats en région, c'est ceux organisés par les espaces éthiques régionaux, mais il y a eu de nombreux autres débats organisés aussi par l'Église catholique, et d'ailleurs dans des plus petits villages, et ça venait très bien compléter finalement ce mouvement de démocratie sanitaire. Après, voilà, j'aurais souhaité, si je peux dire, avoir la même chose de la part des musulmans. Hein, ou des juifs. On estime qu'il y a en France à peu près autour de 9% de musulmans. Ou des libres penseurs. On aurait aimé les entendre aussi. Voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait eu spécialement de surpression autour de ça. Ils se sont exprimés, et ils se sont exprimés avec leur point de vue. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait évoqué cette France-là en disant qu'on avait humilié la France de la manif pour tous, qui avait de bonnes raisons, je le cite à peu près, dans une interview dans l'Obs, de ressasser les passions tristes. Vous ressentez ça autour de vous, Tugdual Derville, brièvement cette sensation d'avoir été humilié sous le quinquennat précédent? Je pense qu'il y a un malentendu autour de ça. La question pour nous n'est pas tellement d'être écouté et respecté dans les convictions que tel ou tel porte, et qui sont des convictions qui ne sont pas avec des étendards religieux, qui sont liées à notre expérience de la vie, et à nos engagements personnels. L'enjeu, c'est d'être écouté et entendu dans notre protection des plus fragiles. Et aussi, peut-être, on peut se rejoindre là-dessus sur le risque de ce basculement vers un nouveau paradigme procréatif avec une procréation technicisée. Est-ce que livrer ses gamètes, livrer son corps à des spécialistes, est-ce que c'est ça que les couples veulent? Très bien. Et donc, l'enjeu pour nous, je termine avec ça, c'est véritablement l'infertilité. C'est ça l'enjeu, c'est l'enjeu de santé publique majeur que nous posons sur la table. Et je pense qu'en le posant, on fait œuvre de service public. On va écouter Laurent Wauquiez, s'il vous plaît. Et c'est la preuve que des esprits se rencontrent, parce que le patron des Républicains, précisément, nous met en garde. Il ne faut pas aller dans la PMA, parce qu'après, il y aura autre chose. Il expliquait à l'automne dernier, le patron des Républicains, sur France Info. Il faut bien qu'on comprenne l'engrenage dans lequel on rentre. On va donc ouvrir la procréation médicalement assistée pour des femmes qui sont en couple. Derrière, les couples d'hommes qui sont ensemble feront évidemment une revendication d'égalité, consistant à dire mais cette possibilité doit évidemment être ouverte pour des couples d'hommes. Ce qui signifie ce qu'on appelle la gestation pour autrui. Caroline Mécari, est-ce que vous pouvez entendre cela, qu'à partir d'une revendication d'égalité, on va aller de plus en plus loin et à un moment donné perdre le contrôle sur ce que nous pouvons décider? Moi, ce que j'entends, avant toute chose, quand j'entends Laurent Wauquiez parler comme ça, j'entends de la démagogie pure et simple. Je lui rappelle à Laurent Wauquiez que la gestation pour autrui, aujourd'hui, elle est interdite aux couples hétérosexuels et aux couples homosexuels. Donc, il y a une égalité absolue entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels qui n'ont pas accès à la gestation pour autrui, qui est un mode de procréation médicalement assistée, parfaitement légale dans d'autres pays. Nous n'en sommes pas là pour le moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas ouvrir ce débat. Mais aujourd'hui, la question qui se pose à la France, c'est bien de savoir si nous ouvrons cette technique qui permet à des couples de femmes ou à des femmes célibataires d'avoir un enfant en étant aidés par la médecine, parce que la médecine aujourd'hui est un élément qui existe dans technique, notre société. La PMA, pas la GPA. Hein, absolument. On ne peut pas faire comme si nous vivions... Est-ce qu'on peut admettre, pardonnez-moi, est-ce qu'on peut admettre, maître, qu'à un moment donné, une société peut dire, là, je ne vais pas
il y a des lignes dans un endroit où rouges que la technique m'invite à explorer. Mais bien sûr, mais ça dépend donc du débat qui est organisé dans la société. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, que je sache, Monsieur Emmanuel Macron a dit très clairement qu'il n'ouvrirait pas la gestation pour autrui. Donc la limite, il l'a posée. Il n'y a pas d'enchaînement mécanique. Il n'y a pas ce qu'on appelle d'effet domino, contrairement à ce que un Wauquiez et d'autres voudraient nous dire. Ça n'a pas. Non, ça n'a pas d'effet domino. Ce qui ne veut pas dire que la question ne se posera pas. Et quand elle se posera dans 10 ans, nous verrons les choses autrement, tout simplement. Professeur Delfraissy, sur cette politique des petits pas qui vient d'être évoquée à côté de vous, il n'y a pas d'effet domino. La PMA n'entraînera pas inéluctablement la GPA et puis d'autres avancées biotechnologiques dont il faudrait éventuellement se méfier, qui pourraient déboucher sur l'eugénisme, que sais-je, manipulation et autres. Vous avez une science qui avance beaucoup, qui avance beaucoup plus. Et vous vous en félicitez? C'est pas moi qui m'en félicite, c'est vous aussi que vous en félicitez. Il y a des progrès médicaux, il y a des progrès scientifiques, il y a un renouvellement des connaissances de 50% tous les 5 ans, donc quelque chose qui bouge. Ça demande de la sagesse. C'est une société qui bouge. Les scientifiques sont là pour faire avancer. Vous avez par ailleurs une société civile qui a bougé, et quoi qu'on en dise, la France d'il y a 50 ans, et pas la France de 2018 n'est pas la France d'il y a 50 ans. On était une France rurale, très catholique, un couple papa-maman. Les choses ont bougé. Hein. Et donc, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et c'est cet équilibre difficile, très difficile, hein, sur lequel il peut y avoir en effet des visions qui sont différentes. Mais bien sûr, toute la science n'est pas à prendre à un temps donné. Cela dit, pour revenir à la PMA, la science, elle est derrière nous. Il n'y a pas d'innovation scientifique majeure. Il y a par contre des recherches à faire encore sur la PMA, ce qui pose d'ailleurs le problème de la recherche sur l'embryon, puisque par exemple, la recherche, le succès de la PMA, il est relativement faible. Hein. Il ne dépasse pas autour de 17-18%. Donc on parle beaucoup de l'ouverture de la PMA sur les couples de femmes ou les femmes seules. Il y a peut-être d'autres enjeux aussi qui sont là. Il y a le défi de la fertilité qui est... C'est là la grande discussion. Et donc, à un temps donné, moi, je suis de ceux qui pensent que les questions de bioéthique sont complexes, qu'elles ne sont pas inscrites quelque part de façon définitive, qu'elles vont évoluer dans le temps, et que c'est cette notion de temps complexe d'arriver à trouver cet équilibre. Est-ce que nous sommes arrivés à l'équilibre pour prendre la décision en France de l'ouverture sur la PMA? C'est toute la question, en effet, qui va se poser là, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Nadia, est-ce qu'on peut évoquer la congélation des ovocytes? Oui, ça a été évoqué pendant les débats des États généraux. Ça consiste, quand même, je le rappelle, donc à faire prélever et conserver ces ovocytes pour y avoir éventuellement recours plus tard par fécondation in vitro. Nos voisins espagnols, britanniques, italiens, belges, tchèques l'autorisent via une loi, et dans les autres pays européens, c'est toléré par l'absence de réglementation. En France, on a pris tout notre temps, hein, vous parliez de temps, puisque c'est très très encadré. C'est une technique qui est accessible pour raisons médicales, quand on est sous chimiothérapie par exemple. Si on n'est pas malade et qu'on veut conserver ses ovocytes, il faut en céder la moitié à la communauté. Notez qu'un homme, je parle sous votre contrôle, peut lui conserver son sperme sans qu'on lui demande de faire preuve de la même générosité. Il y a aussi une question d'égalité là-dessus. Et pourtant, c'est aussi une technique qui fait consensus, on a l'impression, dans le milieu médical, puisqu'il y a assez peu de temps, l'Académie nationale de médecine a estimé qu'il était plus temps de s'y opposer et qu'il était également temps d'arrêter de critiquer les éventuelles conséquences sociétales. Et puis on se souvient aussi tous de cette tribune de gynécologues qui dénonçait l'hypocrisie et qui, pour certains, confessait aider les femmes à y avoir recours illégalement. Ils arguaient qu'il y avait une injustice physiologique, puisqu'on le sait, à partir de 35 ans, la fertilité des femmes baisse, et une injustice, encore une fois, économique. Celles qui ont les moyens d'aller en Espagne ont la chance de pouvoir le faire, et pas les autres. Hugues d'Alderville, quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous êtes très attaché à cette question de la fertilité? Quelle est votre position là-dessus? L'enjeu, et je crois que le comité d'éthique et d'autres l'ont dit, c'est l'âge de la première naissance, c'est ça, l'âge à plus de 30 ans désormais. Il y a un décalage énorme, et des femmes qui viennent se confier à nous dans nos services d'écho, nous disent j'ai 24 ans, je suis enceinte, il n'y a que les vieilles qui sont enceintes. Et donc nous avons énormément de témoignages de cet ordre. L'enjeu, c'est effectivement un enjeu de fertilité. Mais dire aux femmes, on va régler cet enjeu en vous demandant de donner vos plus précieuses cellules, les ovocytes, avec un prélèvement ovocytaire qui n'est absolument pas rien sur le plan médical. Pas, on leur demande pas, c'est une démarche leur proposer, comme l'a fait Apple, comme l'ont fait les grandes entreprises américaines qui ont dit vous le faites et comme ça vous aurez une carrière aux États-Unis. On peut mettre en place une réglementation qui ne permette pas ça. Il suffit pour avoir des grossesses par fécondation in réguler. vitro derrière,
Mais franchement, il a fait là, vous parlez d'un extrême aux États-Unis, dans la Silicon Valley, on n'arrive pas plutôt à respecter l'écologie de la femme, le cycle féminin, l'écologie de son corps, plutôt que d'essayer de le proposer aux femmes d'avoir des grossesses tardives qui sont dangereuses pour elles, qui sont médicalement, qui n'ont rien pas un bébé quand je veux. Et qui livre la technique, mais c'est pas quand je veux. La FIV, ça marche. Mais vous êtes en train de parler, vous êtes en train de parler de deux choses différentes. Il y avait la question de l'infertilité des femmes qui subissent une chimiothérapie, d'une part, d'autre part, des congélations d'ovocytes de confort qui permettra à des femmes, notamment aux États-Unis, de mener une carrière tranquille en faisant le gosse plus tard. Est-ce qu'on ne peut pas séparer les deux questions? Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux sur la biologie, pour la biologie de la femme et pour l'équilibre de la société. Les femmes, la société doit s'adapter aux femmes, leur concilier vie familiale, vie professionnelle, c'est une question d'écologie humaine et de respect des femmes. Leur proposer des FIV tardives, c'est absolument absurde. Mais la réalité, leur désir aussi peut intervenir. Elles ne sont pas que passives. Alors, le parcours du combattant de la FIV. S'il vous plaît, Maître Mécari, sur cette question. Écoutez, sur cette question, je pense qu'en fait, le Comité national d'éthique, enfin, d'une certaine manière, s'est prononcé en disant qu'il y était favorable, mais avec un bémol sur la question financière, en fait. Et c'est ça qu'il faut trancher aujourd'hui. Est-ce que c'est à la femme de s'en occuper vous avez, non, mais vous l'avez rappelé, l'Académie de médecine, des gynécologues de médecine, y est tout à fait favorable. Moi, je suis vraiment pour la liberté de choix des gens. Je pense qu'il faut leur permettre de choisir le moment où en tout cas pour les femmes, le moment où elles souhaitent être Et il faudrait que ce soit remboursé, par exemple, si c'était mis en place en France et encadré. Écoutez, avoir un enfant dans une société, ça participe de la perpétuation de la société dans laquelle nous sommes. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en charge socialement par la sécurité sociale. C'est ça qui fait débat. Oui, mais néanmoin, avoir un enfant, c'est à la fois, entre guillemets, pour soi, mais c'est pour aussi nous tous, pour la communauté, notre avenir. Professeur Delfraissy, un mot pour conclure. Retarde les grossesses. Non, sur ce point-là, je crois qu'il y a, enfin, de ce que j'ai entendu avec le CCNE au cours des États généraux, c'est qu'il y a une demande sociétale forte et une demande médicale finalement assez forte. Donc c'est quelque chose qui pourrait bouger éventuellement dans la prochaine loi. Après, il y a une demande sociétale, oui, enfin, c'est ce que j'ai entendu. Des spécialistes, oui. Et en tout cas, ce qui est très important aussi, il y a un processus d'éducation qui est à mettre en place, et qui est simple, pourtant. C'est faire comprendre à nos jeunes femmes, et même avant, de bien dissocier ce qu'est le temps hormonal, ce qu'est le temps sexuel, et ce qu'est le temps de capacité de reproduire. Et tout ça est doucement mélangé. C'est des messages simples qui pourraient être passés par les médecins généralistes, qui pourraient être passés dans l'éducation à la santé, par les gynécologues, et qui n'est pas passé. Donc on a déjà cette première étape, et puis on a cette seconde étape ensuite. Merci à tous les trois.